Et la team, après que je vous ai parlé de Zaccharie Rizaché, il y a 15 jours, les votes sur le canal Instagram pour le sujet d'aujourd'hui se sont montrés clairs et limpides. C'est ainsi que la grande majorité d'entre vous a tranché. Dans toutes les propositions de prospects que je vous ai faites, c'est le nom d'Alex Sarr qui est ressorti. Et il a gagné avec beaucoup d'avance en plus de ça. Alors si vous aussi, la prochaine fois, vous voulez faire entendre votre voix pour le choix du prospect, go rejoindre le canal Instagram. Vous verrez, on s'amuse bien. Mais bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler du canal Instagram, plutôt pour partir en Airball Project. Ce format, vous le connaissez, je vous le propose depuis que j'ai créé la chaîne YouTube. L'idée, c'est de prendre un jeune prospect prévu pour la prochaine draft et de l'analyser de A jusqu'à Z. Voilà pourquoi, aujourd'hui, évidemment, avec Alex Sarr, on va reprendre la même formule que d'habitude. Celle qui fonctionne, à mon sens. D'abord, évidemment, je vous dirai qui il est, histoire de situer le contexte, en vous parlant de son parcours, de son profil et de son identité. Ensuite, on ira voir ce qu'il a fait cette année en Australie, avant de voir à quelle place, pour l'instant, les observateurs le classent dans leurs différentes mock drafts. C'est ensuite vraiment qu'on plongera dans le vif du sujet, son scouting report. Là, on analysera ses principaux points forts, mais aussi les points qu'il devra travailler, avec à chaque fois des images à l'appui, si possible. Tous ces éléments, enfin, nous permettront de conclure, en le comparant à un joueur NBA du passé ou du présent, en essayant de voir dans quelle équipe de la Grande Ligue il fitterait le mieux, et en essayant également de prendre la boule de cristal pour tenter de prédire son avenir. Comme vous le voyez, on a pas mal de choses à voir, pas mal de pain sur la planche, alors let's go. Alex Sarr est-il un futur All-Star potentiel en NBA ? Alex Sarr, pour ceux qui ne le savent pas, a grandi à Toulouse et est né à Bordeaux dans une famille de passionnés de basket. Son père Massar vient du Sénégal et est un ancien joueur pro, tandis que son grand frère Olivier joue actuellement en NBA pour le Thunder, équipe avec laquelle il détient un two-way contract. Dans cette ambiance très portée sur la balle orange, évidemment, Alex a commencé le basket très tôt, à l'âge de 4 ans. Et après avoir fait ses premiers pas en France, à peine 14 ans, il décide déjà de quitter l'Hexagone, direction le grand club du Real Madrid pour lui, afin d'être formé. Là-bas, il y passe 2 ans et évolue avec l'équipe des cadets du club de la capitale espagnol. Ceci dit, très vite, il a voulu voyager encore plus loin, et a même eu envie de traverser l'océan Atlantique, afin de rejoindre le pays de l'oncle Sam. C'est ainsi qu'en 2021, il fait le choix de rejoindre la OTI, cette ligue alors tout juste créée par le média Overtime, qui avait pour objectif de proposer une alternative à la NCAA et aux jeunes joueurs prometteurs, tout en leur offrant une jolie contrepartie financière d'un minimum de 100 000 $ par an. C'est pas mal. Là-bas, encore une fois, Alex y passe 2 ans, et obtient une élection dans la seconde team de Overtime Elite à la fin de la campagne 2022-2023. À ce moment-là, le français le savait, il ne lui restait qu'une seule année afin d'avoir la permission de se présenter pour la draft. C'est ainsi qu'afin de parfaire son cursus, il a décidé de rejoindre l'Australie, à l'autre bout du monde, pour intégrer l'équipe des Wildcats de Perth. En parallèle, le plus jeune des frères Sarr est également un habitué des sélections jeunes avec l'équipe de France. Il fut d'ailleurs un élément majeur de la quête à la médaille de bronze lors des mondiaux U17 en 2022, puis de l'aventure qui a mené les U19 jusqu'à la médaille d'argent de la dernière Coupe du Monde l'été dernier. Mais avant de parler de son jeu et de ce qu'il a fait en Australie, regardons un petit peu qui il est, Alex Sarr. Quel est son profil? Comme vous le voyez, c'est un 2005, un intérieur très grand, de 2,16 m, avec une envergure de grand malade. Je lui ai attribué le poste 5 dans le visuel, mais Alex peut très bien être décalé au poste 4 si besoin. Aucun souci avec ça. Avec Perth en Australie, avec un temps de jeu inférieur à 20 minutes en sortie de banc, il a réussi à produire des stats plus que correctes. 10 points, 4 rebonds et 1,4 contre de moyenne pour un joueur de 18 ans dans un championnat professionnel comme la NBL, ça représente tout de même des chiffres assez prometteurs. Puis quand on voit que son équipe a fini 2ème dans le classement de son championnat et qu'actuellement elle dispute les playoffs, c'est encore plus hypant. Comme quoi, Alexandre Sarr a pu très vite obtenir un vrai rôle dans une équipe de Perth très compétitive dans son championnat australien. Et quand on sait à quel point la NBL est un championnat physique avec un rythme de jeu très élevé, proche de celui de la NBA, on se dit qu'Alexandre Sarr n'a pas fait le mauvais choix pour parfaire sa formation. Surtout que le concernant, ceux qui auraient pu avoir peur du manque de visibilité de la NBL ont très vite été rassurés. Comme ce fut le cas pour Victor Wembanyama l'an dernier, l'équipe de Perth a fait le voyage à Vegas pour aller affronter la Inai Team et permettre à Alex Sarr de montrer ses qualités devant tout un tas de scouts NBA qui avaient fait le déplacement. Et bien à cette occasion, dites-vous que l'intérieur n'a pas tremblé. Sur les 2 rencontres qu'il a jouées en sortie de banc, il a pu compiler 22 points, 8 rebonds et 6 contre de moyenne. Ça aussi c'est super propre. Il a très vite montré aux recruteurs à quel point son profil pourrait être super intéressant pour la NBA. À cette occasion, il l'avait dit, il voulait prouver aux scouts à quel point il pouvait avoir un impact dément des 2 côtés du terrain, et pas de doute, il a réussi. Instantanément, il a vu son nom grimper dans les mocks, et la hype autour de lui est devenue plus importante que jamais. C'est ainsi que de plus en plus de scouts ont fait le déplacement pour aller le voir jouer dans le championnat australien, et visiblement, ce qu'ils ont vu les a plutôt convaincus. Regardez,
Regardez, dans la majorité des mock drafts, Alexandre Sarr est top 1 ou top 2. L'intégralité des sites spécialistes le voit donc choisi très haut à la prochaine draft, et la plupart d'entre eux hésitent entre Alex Sarr et un autre français, Zachary Rizaché, dont j'ai déjà parlé, pour être choisi avec le first pick. Comme quoi, cette génération de tricolores plaît très fort aux Américains. Notons que seul NBADraft.net voit Sarr sortir du top 2, et imagine que Rizaché, mais aussi Cody Williams pourraient être appelés avant lui. Mais à part eux, comme vous le voyez, pour tout le monde, c'est soit top pick, soit deuxième pick. Ça aussi, c'est super prometteur. Bon, maintenant, c'est vrai que cette draft manque peut-être de potentiels futurs superstars, et c'est pour ça aussi qu'aucun pick 1 n'est défini encore aujourd'hui à l'heure actuelle. C'est peut-être pour ça que beaucoup imaginent Sarr choisi si haut. Cependant, cette draft est profonde, avec pas mal de talent, et être choisi dans le top 2 de cette QV, c'est quand même pas rien. Alors pour comprendre pourquoi il est prévu si haut, le mieux maintenant, c'est sûrement d'analyser son jeu. Et pour commencer, j'ai envie de dire qu'Alexandre Sarr a de quoi devenir un vrai monstre défensivement. C'est ça qui plaît le plus aux scouts à l'heure actuelle. Très grand, très athlétique, très long, il est un super protecteur de cercle, qui met beaucoup de contres grâce à un super timing. Dans le domaine, il a de vrais instincts, ses déplacements sont bons, et grâce à sa longueur de bras, il est capable de dissuader beaucoup de joueurs de tenter leur chance face aux barrières qu'il est en mesure de déployer. J'aime sa façon de rester dans les airs aussi, et de sortir ses tentacules pour dévier des ballons dans des angles complètement inattendus, tout en évitant de faire faute. Il est un joueur attentif, qui couvre beaucoup d'espace, et qui saura toujours combler ses petits retards pour poser de gros swats. Quand on sait à quel point c'est essentiel la protection de cercle dans la NBA aujourd'hui, on se dit qu'avec ce profil, Alexandre Sarr déjà coche une case super importante pour son avenir dans la grande ligue. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'en défense, il ne se limite absolument pas qu'à ça, pas qu'à la protection de cercle. Regardez comment il peut descendre bas sur ses appuis et utiliser son envergure et sa mobilité pour complètement bloquer des arrières. Il est un joueur fluide, qui se déplace super bien latéralement, et qui définitivement pourra switcher sur tout plein de postes en NBA. Sur l'homme, Sarr semble posséder largement tous les outils nécessaires pour être un défenseur élite à terme dans la grande ligue. Et ce, sur tous les postes, mais ne pensez pas qu'il est moins bon loin du ballon, bien au contraire. Avec sa longueur et sa vitesse de pied, il couvre beaucoup de terrain, et se place bien. Il analyse de façon très juste le positionnement de ses adversaires, et protégera parfaitement son périmètre grâce à des actions qui ne se verront pas forcément dans les stats. C'est fort. Là, c'est assez clair, on parle d'un joueur qui peut absolument tout faire défensivement. Switcher, protéger le cercle et défendre le périmètre, pas de souci pour Alex Sarr, tout ça c'est dans son bag. Déjà, ça fait un super argument, au vu de son profil hyper moderne, défensivement, pour être choisi très haut à la draft. Mais évidemment, sans un minimum de qualité offensive, ça ne pourrait pas suffire. Et ça tombe bien, Alexandre Sarr les possède. Le premier truc qui fait sa singularité pour un joueur de sa taille, c'est son potentiel de stretch 5, lui qui peut très bien s'écarter pour mettre des points. Les shoots ouverts, il les prend sans hésiter, et souvent, il offrira des solutions sur pick and pop. De plus, même si sa mécanique a encore un côté catapulte et qu'il devra gagner en régularité, voir qu'il prend ses shoots, c'est un très bon point. Il suffit de voir comment il se déplace pour attirer la défense dans la raquette pour ensuite écarter le jeu et créer du spacing pour se rendre compte à quel point cette qualité est importante pour écarter les défenses. Bon après, bien sûr, 28% de réussite pour lui derrière l'arc cette saison, c'est trop faible. Cependant, s'il arrive à faire en sorte d'augmenter son adresse pour devenir au moins un shooter respecté, les opportunités qu'il pourrait ouvrir à ses coéquipiers grâce à son shoot seront très nombreuses et très intéressantes. J'aime comment il comprend le jeu, comment il crée des espaces et offre des solutions grâce à son tir. Surtout que son potentiel offensif ne s'arrête pas là. Sarr, à sa façon, est aussi un bon créateur pour un joueur de sa taille. Il est un joueur qui peut dribbler un minimum, remonter le terrain et agir comme un meneur de très grande taille sur certaines actions, ce qui lui permet, avec sa longueur et ses qualités athlétiques, de s'ouvrir de super couloirs de drive, lui qui n'a aucun mal à pousser le ballon sur contre-attaque après un bon défensif. Et là encore, le fait que son shoot extérieur soit un minimum respecté lui est très utile. Quand les défenseurs sortent sur lui, il identifie très bien les situations et arrive bien souvent à profiter des close-out pour les attaquer. Ensuite, après 2-3 dribbles, il sanctionnera soit par un drive, soit en s'arrêtant à mi-distance. Puis quand il se mettra en tête d'attaquer le cercle, la longueur de ses bras deviendra alors un avantage considérable, qu'il utilisera parfaitement. Bon après, c'est vrai qu'il semble encore un petit peu raw dans le domaine de la self-creation, n'empêche qu'il montre des flashs très prometteurs pour tout ce qui est du jeu en face-up. Maintenant, pour passer au niveau supérieur dans le secteur, ce serait bien qu'il puisse polir son handle un petit peu. Certes, il dribble bien pour un pivot, mais s'il veut devenir un vrai créateur, à terme, il faudra, je pense, absolument qu'il améliore sa conduite de balle. S'il n'a aucune difficulté à aller tout droit, il a quand même du mal à changer de rythme ou de direction lorsqu'il a le ballon entre les mains. En 1 contre 1, son dribble ne lui permet pas souvent de faire la différence, et souvent, il est contraint d'abandonner, ou alors il perd la balle. Pour un intérieur, ce n'est pas rédhibitoire, mais pour un joueur de son profil, qui potentiellement à terme pourrait être amené à évoluer en ISO, un meilleur handle ne lui ferait définitivement pas de mal. Cependant, j'apprécie qu'il sache gérer ça globalement, et n'insiste pas trop sur le jeu en 1 contre 1. Avec sa taille, sa vision de jeu est bonne, il garde souvent la tête levée et est attentif au déplacement de ses coéquipiers. De plus, quand la raquette sera fermée, il n'hésitera pas à kick-out pour les shooters. C'est important ça. Alex Sarr est un vrai talent individuel, mais il est aussi un joueur collectif qui, depuis son poste, pourra agir en tant que facilitateur ou en tant que créateur pour les autres. Tout ça lui donne déjà un bon mix de qualité qui laisse penser que l'intérieur a tout ce qu'il faut pour faire partie de la grande famille des licornes, ce style de joueur en NBA super grand, super long, qui défendent partout et shoot, dribble et se déplacent comme des ailiers. Comme on l'a dit, il y a du taf encore pour en arriver là, notamment au niveau du shoot et au niveau du
du handle, mais le potentiel est bien présent. Pour l'atteindre, il faudra entre autres, je pense, que le français arrive à se discipliner, chose qui arrivera quand il prendra de l'expérience. On sent que pour lui, c'est encore un peu nouveau de jouer pour lui et de créer, ce qui le pousse parfois à prendre des décisions précipitées, ou des tirs qui vont un peu contre le sens du jeu. Il peut lui arriver parfois par exemple d'insister un peu trop sur son mid-range au lieu d'attaquer le cercle. D'autres fois, il va balancer des passes désespérées, qui peuvent mener à des pertes de balles. Et puis à certaines reprises, on a l'impression que son corps agit plus vite que son cerveau, ce qui le pousse à s'emmêler dans ses appuis et à se faire siffler des marchés. C'est trop. Pour régler ça, il n'y a pas de secret, il faudra bosser et prendre un maximum d'expérience dans ce genre de situation. Alexandre en a besoin. De toute façon, même si Sarr ne passe pas à l'étape supérieure dans le domaine de la création ou dans le domaine du shoot, je pense qu'il pourra tout de même se faire une place offensivement en NBA. Parce qu'en fait, il suffit de l'observer pendant un match ou deux pour se rendre compte à quel point son sens du jeu et des placements est réel. Le dunker spot, c'est sa zone, et bien souvent, il saura y prendre sa place pour profiter des systèmes et ensuite finir au cercle avec facilité. Il est de plus un joueur vertical, qui n'a aucun mal à être trouvé au-dessus du panier. Sur ses shoots dans la peinture, il affiche un pourcentage déjà supérieur à 60, c'est fort. Que ce soit en bout de chaîne ou en tant que roller, sur pick and roll, Sarr pourra toujours être utile dans le jeu offensif, et exister même dans une attaque NBA, je pense. En fait, il n'est pas loin d'être une valeur sûre déjà lorsqu'il est trouvé dans la raquette, et si je dis pas loin, c'est parce que pour l'instant, il manque peut-être encore d'épaisseur ou de puissance. Souvent, lorsqu'il est défendu, au lieu d'attaquer le panier, il va fuir le combat, et même de façon générale, lorsqu'il pénètre, on sent qu'il manque d'impact lorsqu'il rentre au contact. Prendre des épaules pourrait donc lui faire du bien pour gérer ce genre de situation avec plus d'efficacité. De plus, son manque de puissance se ressent aussi au rebond. Face à des adversaires plus physiques, c'est souvent qu'il se fait dominer dans le combat ou dans la prise de position. Si au rebond offensif il s'en sort bien mieux, lui qui est capable grâce à sa verticalité de poser d'énormes putbacks, il a beaucoup plus de mal de l'autre côté du terrain à poser le box-out qui lui permettra de prendre l'avantage. C'est pour ces raisons, je pense, que malgré ses 2m16, que malgré son envergure et que malgré sa détente, il tourne à moins de 5 rebonds par match cette saison avec Perth. C'est sûrement trop peu pour un joueur de son profil. Gagner en puissance lui permettrait donc de mieux lutter dans la peinture, de prendre peut-être plus de rebonds et même de performer encore plus en défense, qui sait. Parce que ouais, les pivots costauds comme Aaron Baines par exemple n'ont aucun mal à le pousser, c'est le profil qu'Alex a le plus de mal à défendre. Et le truc, c'est que des profils comme ça en NBA, il pourrait être amené à en rencontrer quelques-uns dans le futur. Sa longueur, sa mobilité et sa verticalité lui permettront déjà, je pense, d'être un excellent défenseur en NBA, mais avec quelques kilos de muscles supplémentaires, il pourrait, je pense, carrément atteindre l'élite de l'élite, ou au moins la viser. Quoi qu'il en soit, quand je regarde comment il est foutu, ou que j'observe le physique de son grand frère, Olivier, je me dis qu'il a une bonne frame. Son corps semble vraiment pouvoir se développer encore, et prendre du muscle, c'est prometteur. Surtout que ça l'aiderait dans d'autres domaines encore, comme le jeu au poste, où pour l'instant, Alex, je pense, a quelques limites. Sur des plus petits, ok, il n'a aucun mal à s'en sortir, il analyse les mismatchs, en profite, et avec son spin move ou son fade away, il sera tout de même en mesure de trouver des solutions de temps en temps. Cependant, encore une fois, face à des adversaires plus physiques, son spin move souvent ne suffira pas. Dans le domaine, encore une fois, une prise de masse l'aidera, et si en plus de ça, il pouvait développer son arsenal de moves, dos au panier, ce serait un atout supplémentaire. Et en fait, ce manque de tranchant, face à certains adversaires, lorsqu'il arrive sous le cercle, peut donner l'impression qu'il manque d'agressivité sur le terrain. On sent que face à des défenseurs solides, il n'est pas très à l'aise dans la peinture, et il aura tendance à s'écarter beaucoup trop pour éviter le combat. Parfois, plutôt que d'aller au cercle, il va tenter un fadeaway trop difficile. D'autres fois, il se fera contrer parce qu'au lieu de finir violemment, il tentera un lay-up un peu soft, alors qu'avec sa longueur, Sarr semble être en mesure de tout écraser. Enfin, à d'autres reprises, il se débarrassera juste du ballon, plutôt que d'attaquer son vis-à-vis. Bon, y a rien de dramatique à ça, et c'est bien qu'Alex soit un joueur collectif, mais des fois, on aimerait quand même qu'il attaque le cercle avec plus d'envie. Heureusement, il compense cet aspect avec une vraie énergie des deux côtés du terrain, ce qui me fait dire que non, il n'est pas un joueur soft. En défense, il court partout, il donne tout ce qu'il a, et sa volonté lui donne un côté omniprésent. Au rebond offensif, malgré son manque d'épaisseur, il va seul aussi, et ne fuira pas le combat. Et quand pour conclure ses drives, il arrive déterminé quand il est lancé, sa longueur le rend hyper difficile à arrêter. À lui maintenant d'arriver à canaliser au mieux cette énergie pour éviter les erreurs, mais aussi pour gagner en percussion offensivement. Parce que ouais, si on fait un premier bilan sur son jeu, il faut se rendre compte qu'on a affaire à un garçon de seulement 20 ans qui déjà possède de nombreuses bases, de nombreuses qualités. Sa défense est élite, il est un bon finisseur, tandis qu'au shoot et à la création, il est en pleine progression. Il peut également agir comme un facilitateur grâce à ses lectures et sa qualité de passe. Certes, il a également des points à travailler, comme le handle ou la discipline, mais ça viendra avec le temps, avec la maturité. Pour son manque d'épaisseur, je ne m'en fais pas non plus. Quelques grosses séances dans la salle de muscu et ce sera réglé. Il faudra juste travailler ça intelligemment, progressivement, afin que Sarr gagne en muscle, oui, mais ne perde pas en mobilité ou en rapidité latérale. Ceci dit, à ce sujet, a priori, je ne m'en fais pas. En NBA, normalement, il devrait être bien entouré dans la salle de muscu. Du coup, dans son jeu, je me dis qu'il n'est peut-être pas l'un des joueurs les plus NBA ready de sa QV, par contre, il est peut-être l'un de ceux qui a le plus de potentiel. Comme on l'a dit, rien que sa défense, elle fait mouiller le calbut des scouts, alors s'il atteint son potentiel en attaque, vous imaginez même pas à quel point il pourrait devenir un monstre. J'aime également le fait qu'il ait voyagé et connu plusieurs championnats dans son parcours de développement. Tout ça peut lui donner une capacité d'adaptation qui pourrait lui permettre d'être utile dès son arrivée en NBA, lui qui aujourd'hui par exemple est parfaitement bilingue et connaît parfaitement la culture US. Puis j'aime bien aussi, dans l'attitude, il semble pouvoir s'intégrer partout où il va, avec un bon body language
wage sur le terrain et une réputation de très bon coéquipier. Maintenant, si je devais le comparer à un joueur NBA actuel, je ne vais pas suivre les nombreuses tendances qui constamment le comparent à Jaren Jackson Jr. Pourtant, c'est vrai que dans le profil défensif, avec le côté protecteur de cercle, il existe des similitudes entre les deux joueurs. Ceci dit, Sarr me semble posséder un sens du jeu et des placements plus développé que Triple J, tandis que l'intérieur des Grizzlies est probablement un meilleur shooter extérieur. Voilà pourquoi la comparaison qui me convient le mieux, même si j'ai toujours du mal dans le jeu des comparaisons, c'est Evan Mobley. Pour moi, là, on parle de deux joueurs super mobiles, qui peuvent faire énormément de choses en défense, en protégeant le cercle et en switchant partout, ce qui leur permet aussi bien d'évoluer au poste 4 qu'au poste 5. Tous les deux également possèdent un vrai potentiel offensif, mais manquent peut-être encore de shoot, de discipline, d'assurance ou encore de handle pour le développer à fond. De plus, on reprochait souvent à Mobley d'être trop frêle au moment de son arrivée dans la grande ligue, comme Sarr, et pourtant, on voit qu'avec sa longueur et même une petite prise de muscle, il arrive à s'en sortir en NBA, même s'il semble encore loin d'avoir atteint son plafond. Chaque joueur est unique, bien sûr, mais dans le profil, parmi les joueurs actuels, c'est à Evan Mobley, oui, qu'Alex Sarr me fait le plus penser. Maintenant, si on parle de fit, je me dis qu'il y a pas mal de teams dans lesquelles l'intérieur français pourrait faire du bien. Pour être réaliste, je me suis limité à celles qui, a priori, auront le plus de chances d'obtenir un tour de draft bien placé. Et la première idée qui me vient en tête pour ce qui est du fit, ce serait les Wizards, tant défensivement, je trouve que la complémentarité avec Bilal Coulibaly serait intéressante. C'est un peu comme si Alex était un Bilal en version intérieure, avec une expérience internationale, un énorme niveau défensif, mais aussi un potentiel offensif à débloquer. Bien sûr, ensuite, il serait important de les entourer avec de bons attaquants, mais vu le profil du joueur et l'absence de réels intérieurs à Washington depuis le départ de Gafford, l'idée me paraîtrait assez intéressante à envisager. Ensuite, je pensais à deux autres équipes, mais je vais pas vous le cacher, je préfère quand même le fit de Washington. Parmi elles, la première c'est Toronto, pour aider Scottie Barnes du côté défensif, et lui permettre de se focus sur l'attaque davantage. Je pense que Sarr, dans son rôle de protecteur de cercle, pourrait faire beaucoup, mais je ne suis pas sûr du fit avec Jakob Poeltl. Après, à Détroit, je me dis que pourquoi pas aussi, même si à mon sens, les Pistons seront plus intéressés par le profil de Zachary Rizaché. Cependant, si Sarr confirme son potentiel de stretch, je pense qu'il pourrait être très complémentaire à Jalen Duren dans la peinture, en occupant le poste 4. Franchement, si ça se fait, bon courage aux intérieurs adverses pour aller scorer face à cette raquette. Maintenant, si l'on fait le bilan et qu'on essaye d'imaginer un petit peu l'avenir du français, je pense qu'il a déjà un plancher et un plafond qui sont assez clairs. Perso, je pense qu'avec sa mobilité et sa polyvalence défensive, il a de quoi, à terme, pouvoir devenir un vrai titulaire au poste 4 ou au poste 5 en NBA. Peut-être que son shoot et que sa capacité à créer pour lui ne se développeront pas autant que prévu, mais ça ne lui empêchera pas d'avoir un rôle offensif en bout de chaîne, et pourquoi pas de jouer de grosses minutes dans un rôle de finisseur offensif, spécialiste de la défense. Donnez-lui un bon meneur et croyez-moi, il n'aura aucun mal à être trouvé en attaque. Cependant, si l'on imagine Alex Sarr parmi les potentiels futurs first pick de la prochaine draft, c'est qu'à terme, on imagine qu'il pourra atteindre un niveau bien plus haut que celui d'un simple titulaire. Le garçon n'a que 18 ans, et même si tout n'est pas encore maîtrisé pour le moment dans le tir extérieur et le jeu en ISO, il a déjà pu montrer des flashs super intéressants. S'il se discipline, qu'il gagne en puissance et qu'il soigne son handle et son tir extérieur, c'est ce qu'il est en train de faire en Australie, Sarr peut devenir un joueur très dangereux des deux côtés du terrain en NBA. Le voir agir comme une tour de contrôle défensive et à terme devenir une option 2 ou 3 en attaque en NBA, même dans une équipe compétitive, il y a moyen si tout se passe bien. Pour ça, il faudra qu'il tombe dans le bon contexte, avec le bon coach, mais aussi avec les bons coéquipiers. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas garantir que ça arrivera un jour. Néanmoins, le potentiel est là, et même s'il faudra être patient avec Alex, probablement, il possède déjà des qualités qui lui permettront, je pense, d'être au moins un joueur de qualité en NBA. Mais si en plus de ça, il bosse, se développe, progresse et atteint son potentiel, il aura tout à fait de quoi, je pense, à terme d'envisager au moins un niveau All-Star, pourquoi pas. Beaucoup de choses dépendront de lui, donc de son travail et de son évolution, et je vous donne rendez-vous dans 4 ou 5 ans pour voir où il en sera. Ça va être super intéressant à observer.